Économie Le Max, soyez les bienvenus sur i24 News. Voici le sommaire de cette édition. Barclays, JP Morgan, Deutsche Bank ou plus récemment HSBC, 7 banques de dimension mondiale sont aujourd'hui dans le collimateur de plusieurs autorités au Royaume-Uni, aux États-Unis mais aussi en Suisse pour de possibles manipulations du marché des changes. Retour sur le nouveau scandale de la finance qui ne fait que commencer avec notre expert Ben Amoyal. Et puis c'est la championne mondiale des exportations. La Chine a trouvé un moyen de rentabiliser le trajet retour de ses navires. Le recyclage de milliers de tonnes d'ordures en provenance de l'Occident est devenu un marché lucratif, mais avec des risques certains dans un pays où la pollution reste un fléau. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actualité économique d'abord du jour. On commence avec l'Europe. Inflation faible, chômage élevé pour la Commission européenne. La reprise sera lente dans la zone euro. C'est ce mardi que Bruxelles a publié ses prévisions économiques d'automne pour l'ensemble des pays de l'Union. Et avec 0,7% sur les 12 derniers mois, le rythme de l'inflation est tout simplement le plus bas observé depuis le lancement de la monnaie unique. Concernant la croissance, la Commission a abaissé sa prévision 2014 à 1,1% pour la zone euro, contre 1,2 attendu il y a 6 mois. 1,7% sont prévus pour 2015. L'inflation, elle, ne devrait pas dépasser 1,5% cette année et l'an prochain. On reste loin de l'objectif de 2% fixé par la BCE. Enfin, le chômage devrait stagner à 12,2% l'année prochaine, 11,8% en 2015. Par ailleurs, Bruxelles estime que la France ne parviendra pas à passer sous les 3% de déficit d'ici 2015, comme Paris s'y était engagé. Deux grands groupes américains vont débourser au total 4 milliards de dollars pour mettre un terme à des poursuites judiciaires. 2,2 milliards d'abord pour le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson qui était accusé d'avoir versé des pots de vin à des pharmaciens et notamment pour favoriser le Risperdal, un traitement de la schizophrénie. Un accord a été conclu avec le gouvernement américain pour mettre fin aux accusations. Et puis 1,8 milliard pour le fonds spéculatif SIC Capital pour mettre fin à des poursuites pour cette fois délit d'initié. C'est la plus grosse amende jamais infligée pour ce type d'affaires. Aujourd'hui, l'un des fonds spéculatifs les plus importants et les plus puissants du monde a accepté de plaider coupable et d'arrêter ses activités d'investissement étranger. Il accepte aussi de payer la plus forte amende de l'histoire du délit d'initié. C'est le prix juste et approprié selon nous, et il est sans précédent dans le milieu judiciaire. Installer le yuan chinois aux côtés du dollar et de l'euro parmi les grandes monnaies internationales, c'est désormais l'objectif avoué des autorités chinoises qui tentent d'accélérer l'usage de leur devise au-delà des frontières de l'empire du milieu via notamment une série d'accords bilatéraux. Et parmi les réformes attendues dans la nouvelle zone franche de Shanghai lancée fin septembre, on trouve la libre convertibilité du yuan qui devrait pouvoir y être acheté et vendu pour la première fois sans contrôle. Un accord conclu avec le Royaume-Uni le mois dernier autorise les institutions basées à Londres à investir directement en yuan en Chine avec un quota fixé initialement à 80 milliards de yuan, soit un peu moins de 10 milliards d'euros, de quoi éviter un détour coûteux par Hong Kong. Et puis au Japon, le gouvernement tente de faire le ménage du côté des établissements bancaires. Le régulateur financier a élargi son enquête pour déterminer si les 3 mégabanques du pays ont réalisé ou non des opérations avec la mafia nippone, les fameux Yakuza. Les 3 banques en question, Mizuho, Bank of Tokyo, Mitsubishi et Sumitomo, sont soupçonnées d'avoir accordé des centaines de prêts à des organisations criminelles. Un scandale qui a poussé le ministère des Finances à modifier ses procédures de contrôle des établissements bancaires. Longtemps tolérés, les Yakuza font l'objet ces dernières années d'un renforcement de l'arsenal législatif anti-mafia. Drogue, raquettes, prostitution ou encore blanchiment sont leurs principales sources de financement. Et on en vient à notre premier dossier aujourd'hui. C'est une affaire qui a pris ces derniers jours des airs de scandale international. Une enquête sur une possible manipulation du marché des changes. Des grands noms du secteur banquier britannique et américain notamment sont aujourd'hui dans le collimateur, on l'a dit, des autorités de régulation de leurs pays respectifs. Hier, nous vous le disions, c'est la banque HSBC, la première banque européenne, qui indiquait qu'elle était elle aussi visée au cœur de l'affaire des soupçons d'entente illicite entre traders. Les détails avec Anthony Lesme. En une semaine, 12 traders ont été mis à pied à Londres. En cause une manipulation du marché des devises, le plus important marché financier, avec 5 300 milliards de dollars échangés chaque jour. Au cœur de l'affaire, des soupçons d'entente illicite entre traders. Ils auraient en effet utilisé des forums de discussion sur Internet pour influencer à la baisse le taux de référence et acheter des devises en dessous du prix réel.
Sont concernées par des enquêtes 7 banques, dont la Barclays, UBS et la Deutsche Bank. Dernière en date, la HSBC a reconnu elle aussi avoir été questionnée par les régulateurs financiers le 4 novembre dernier. Des enquêtes sont donc ouvertes pour le moment aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse et à Hong Kong. Ceux d'entre vous qui pensent que les charges exceptionnelles pour ces litiges sont de courte durée se trompent, parce que nous allons devoir vivre avec ces affaires pendant un certain temps. C'est aussi l'avis de la Barclays qui joue les premiers rôles sur le marché des devises. Bien qu'elle ait suspendu l'activité de 6 de ses traders à Londres, l'établissement britannique plaide l'acharnement. Tout cela donne l'impression que les régulateurs et toutes les instances légales sont vent debout contre le secteur bancaire pour les temps à venir. Outre les actifs toxiques des subprimes qui ternissent toujours les bilans financiers, 12 banques sont en effet concernées par le scandale du Libor. Cette manipulation des taux interbancaires effectuée aux 4 coins de la planète. Fin octobre, la banque hollandaise Rabobank écope d'une amende d'1 milliard de dollars, amende qui s'ajoute aux 3 milliards déjà infligés à d'autres établissements financiers. Des sanctions non sans conséquences. Les fonds propres qui seront exigés par les organismes de réglementation et bien sûr les frais de contentieux pour toute implication dans le scandale du Libor vont évidemment entraver les profits. Un manque à gagner qui pourrait impacter l'économie réelle et une reprise économique. Reste que les dérives du secteur bancaire ont plongé l'Europe et le monde dans une crise mondiale. Et cette nouvelle affaire aux allures de scandale apporte une nouvelle fois la preuve que les marchés financiers sont toujours hors contrôle. Voilà, on a vu dans le sujet beaucoup de points communs avec l'autre scandale, celui du Libor, qui ébranle le monde financier depuis 1 an maintenant. Et il s'agissait déjà d'une entente entre traders pour fausser le Libor, un indice de référence pour établir les taux d'intérêt de centaines de produits financiers. Les amendes infligées dépassent déjà les 2,5 milliards d'euros. Alors on va surtout parler, nous, du marché d'échange. Avec vous, Ben Amoyal, notre expert. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous. Ben, on disait que le marché d'échange était impossible à manipuler. 5 300 milliards de dollars échangés chaque jour. Quelles sont les failles dont ont finalement profité les traders? Alors tout d'abord, pour nuancer un petit peu ce que vous dites, c'est d'abord il faut regarder sur quelle paire de devises a pu avoir lieu la fraude. Je ne pense pas, mais l'enquête le dira, que ça a eu lieu sur l'euro-dollar, qui est une paire qui est hyper traitée à tous les niveaux, dans tous les pays. Je pense plus que ça a eu lieu sur des paires de devises un peu plus exotiques, comme le réal brésilien ou la couronne suédoise, qui sont des devises où il y a quelques market makers, ou peut-être même le shekel, on ne sait pas. Quelques market makers qui font les prix, qui les dirigent et qui les travaillent et qui ont des pauses sur ce type de devises-là et qui sont à même, puisqu'ils ne sont pas beaucoup d'intervenants sur ce type de devises, à pouvoir manipuler les fixings en l'occurrence. Et est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est seulement l'action de certains traders isolés qui est responsable de cette situation? On a du mal à croire parfois que les banques sont totalement étrangères à ces ententes illicites. Alors, je pense que oui, personnellement, parce qu'une banque n'a aucun intérêt à laisser faire ses traders. Bon, le premier point, c'est au niveau de la réputation, et c'est vrai qu'avec les crises de ces dernières années, la réputation des banques est vraiment à mettre à la poubelle. Donc s'ils ont un moyen au moins de se racheter, ils ne vont pas le faire si vous voulez gaspiller cette chance-là en jouant le jeu de trader, etc. Donc ça c'est le premier point, la réputation. Le deuxième point qui est très important, c'est les amendes. Vous avez vu le montant des amendes. Je veux dire, une banque ne peut pas se permettre pour quelques millions d'euros, parce que je ne pense pas que ça dépasse le million d'euros, autrement ça se verrait dans le PNL des traders, donc ça serait automatiquement visible, se permettre de payer des sommes comme 1, 2, 3 milliards économiquement. Vous l'avez dit dans votre reportage, ce ne serait pas intéressant. Et quels outils, selon vous, permettraient de résoudre le problème? Est-ce que ça passe par du politique, du contrôle, davantage de contrôle? Alors c'est un peu tout. Déjà, je pense que ce qui devrait être fait, c'est sur ces devises exotiques ou ces devises qui sont peu traitées, essayer éventuellement de donner à un organisme de tutelle le fixing et pas simplement à des traders. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Et deuxième chose, plus de contrôle. Toujours plus de contrôle. Ça, c'est important. Il y a la place pour ça. Oui, il y a de la place pour ça. De toute façon, les contrôles, c'est pas un plus de contrôle qui va empêcher les traders de faire son PNL et de faire de l'argent. Après, le côté où je suis un petit peu plus pessimiste, c'est qu'on voit à chaque fois qu'il y a des réglementations, BAL 3, BAL 2, BAL 1, etc. Enfin, je rigole avec les BAL parce qu'il y en a beaucoup. Et ben, on trouve toujours un moyen de contourner une réglementation. Donc, bon, on trouvera une réglementation, on trouvera un contrôle et souvent des traders trouveront les moyens de les contourner. Donc, les marchés financiers peuvent quand même échappent au contrôle, on s'en doute aujourd'hui. Je pense que ça, c'est assez su et je ne vais pas choquer certains en le disant sur votre plateau, mais il y a une partie des marchés financiers, alors c'est pas énorme, qui est un peu une zone grise où on ne sait pas ce qu'ils traitent, on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'il y a une opacité, parce qu'il y a du trade OTC, ce qu'on appelle, parce qu'il y a tout un tas de produits qui échappent aux régulateurs. Merci Ben Amoyal pour toutes ces explications. Merci à vous.
Allez, direction l'Asie à présent pour notre second dossier. Première puissance commerciale, premier exportateur mondial, la Chine inonde la planète de sa production presque sans limite. Mais que font les navires chinois une fois leur cargaison livrée en Europe, en Amérique? Eh bien, vous allez le voir, ils jouent un rôle majeur pour pallier au relatif manque de matières premières que subit Pékin. Explication avec Johanna Citruc. La Chine vend toutes sortes de produits à ses partenaires commerciaux. Du textile au smartphone, en passant par les jouets pour enfants. Mais c'est aussi le plus gros importateur d'ordures. Pauvre en ressources, le pays est en quête davantage de matières premières. Après avoir distribué des marchandises aux quatre coins du monde, les navires chinois veulent aussi tirer profit du trajet retour. Très souvent, ils reviennent donc avec des ordures. Une grande partie provient des États-Unis. Mais dans un pays où la pollution est un problème majeur, le sujet est presque tabou. Plus tôt dans l'année, Pékin a lancé une opération, Green Fence. Son objectif, éviter l'importation des ordures mal triées, difficiles à recycler. Adam Minter, un auteur qui a largement couvert le sujet, nous fait visiter une entreprise de recyclage au sud de Shanghai afin de mieux comprendre les enjeux. Nous sommes actuellement à l'intérieur de l'une des zones de recyclage les plus concentrées et les plus intenses de la planète. Ici, des dizaines de sociétés chinoises ont importé des millions de tonnes de matières recyclables en provenance des quatre coins du monde. Aujourd'hui, ces sociétés se tournent de plus en plus vers les matières premières nécessaires pour alimenter la machine industrielle chinoise. Mike Chen dirige une entreprise de recyclage qui possède des entrepôts en Europe et aux États-Unis. Il paie environ 1 200 € pour une tonne de vieux moteurs qu'il transforme en une poussière de métal, en pépites d'acier. Ça, c'est du cuivre à 91%. Sur le marché, il se revend à environ 6 500 $ à la tonne. Mike a récemment lancé un site internet pour le commerce de ferraille dans le monde. Ses clients peuvent y comparer les prix des différents métaux. Mais chaque métal étant différent, la meilleure façon d'évaluer son prix est tout de même de le voir. Ici, nous avons un robinet qui pèse environ 1,5 kg. Son métal pourrait se revendre quelques dollars par kilo. Ça vous donne une idée de la valeur des objets qu'on peut trouver dans cet entrepôt, où il y a littéralement des milliers de tonnes de ferraille comme celle-ci. Des milliers de tonnes de ferraille usagées qui permettront, une fois recyclées, de faire fortune. L'introduction en bourse tant attendue de Twitter approche à grands pas, c'est pour jeudi normalement. Et la dernière information, c'est que Twitter a relevé la fourchette de son prix d'introduction. On en parle avec Johanna Citruc qui nous a rejoint. Bonjour Johanna. Bonjour. Dites-nous tous les détails. Alors oui, en effet, Twitter vient de relever la fourchette de prix de ses futures actions. Chaque action coûtera donc entre 23 et 25 $, alors que ça devait être entre 17 et 20 $. À ces prix-là, l'opération pourrait permettre au réseau social de lever entre 1,6 et 2 milliards de dollars. Ça rappelle un peu Facebook. Oui, évidemment, on peut s'empêcher de penser au cas de Facebook, puisque avant son introduction en 2012, le réseau social avait lui aussi augmenté à plusieurs reprises sa fourchette de prix. On connaît ensuite la suite, puisque l'action de Facebook avait augmenté pendant quelques heures avant de plonger considérablement. Pour Twitter, rien n'est encore joué, puisque le prix définitif de l'introduction doit être déterminé demain, le 6 novembre. Johanna, on reste dans le high-tech avec l'offre de rachat de BlackBerry qui est arrivée à expiration hier et BlackBerry n'a pas trouvé de racheteur. Oui, c'est une information du Télégraphe. BlackBerry a rejeté l'offre de rachat de son principal actionnaire, le fonds d'investissement Fairfax. La raison, c'est que Fairfax n'aurait pas les capacités financières pour cette opération de 4,7 milliards de dollars. Résultat, le groupe renonce à se mettre en vente et dans la foulée, il remplace son directeur général et décide de lever 1 milliard de dollars, plus de 740 millions d'euros. Sur les marchés, vous imaginez que les réactions sont plutôt vives. Hier soir, à la clôture de Wall Street, l'action BlackBerry avait perdu plus de 16%. Elle valait un petit peu moins de 6,5 $. Un horizon donc un petit peu sombre pour le constructeur de smartphones canadien. Alors, toute autre chose à présent, Johanna, on se tourne vers l'Inde. L'Inde qui lance la première mission, on peut dire, entre guillemets, low cost, direction Mars. Oui, une mission donc low cost estimée à 4,5 milliards de roupies, environ 55 millions d'euros. À titre de comparaison, Maven, qui est une sonde américaine de la NASA, qui doit être lancée sur Mars le 18 novembre prochain, devrait coûter un petit peu moins de 500 millions de dollars, c'est-à-dire 370 millions d'euros. C'est presque 7 fois plus cher que la mission spatiale indienne. Et comment on arrive à des coûts aussi bas pour ce projet indien ? Alors le projet qui a débuté en 2012 a été conçu selon le joug
Jugaad. Le Jugaad, c'est un principe indien qui consiste à trouver la solution la moins chère possible. C'est un petit peu l'équivalent de notre système D, mais plus qu'une simple mission spatiale, l'objectif est aussi de renforcer la réputation de l'Inde au niveau industriel, mais aussi au niveau technologique. Le pays est déjà vu comme un leader mondial de l'innovation low cost, notamment grâce à sa fameuse Tata Nano, la voiture la moins chère du monde. Voilà, et Tata qui possède pas seulement la Nano, Jaguar et d'autres grandes marques européennes. Merci Exactement. Johanna. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Économie Le Mag revient dès demain sur i24 News. Vous retrouverez aussi toutes nos émissions sur notre site internet www.i24news.tv. En attendant, l'info continue. Restez avec nous.